Je m'appelle Zoya et j'ai 29 ans. Il y a 2 ans, ma vie a pris un tournant auquel je ne m'attendais pas. Je vivais dans un appartement loué, je travaillais comme développeuse de logiciels, je gagnais bien ma vie et je profitais de mon indépendance. Puis mes parents m'ont appelé pour me parler de cette conversation que personne ne veut avoir. Zoya, il faut qu'on parle, m'a dit ma mère au téléphone. Sa voix semblait tendue, fatiguée. Tu peux venir ce soir ? Lorsque je suis arrivée chez eux, mes 2 parents étaient assis à la table de la cuisine, des papiers éparpillés un peu partout. Papa avait l'air plus vieux que ses 58 ans, et maman se tordait les mains comme elle le faisait toujours quand elle était stressée. Qu'est-ce qui se passe ? Demandai-je en m'asseyant en face d'eux. Le père se racle la gorge. J'ai dû quitter mon travail le mois dernier. Mes problèmes de dos se sont aggravés et je ne peux plus travailler dans le bâtiment. J'ai cherché quelque chose d'autre. Mais rien n'est assez bien payé. J'ai eu mal au ventre. Je savais que papa avait des problèmes de santé, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était devenu grave. Nous n'arrivons pas à rembourser le prêt hypothécaire, poursuit ma mère. Je travaille toujours à l'épicerie, mais seulement à temps partiel. Nous gagnons environ $1,200 par mois, et le prêt hypothécaire s'élève à lui seul à $1,800. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé de revenir vivre chez eux et de les aider à payer. Ils ne voulaient pas perdre la maison dans laquelle ils vivaient depuis 20 ans. J'ai regardé la cuisine où je prenais mon petit déjeuner tous les matins quand j'étais enfant, le salon où nous regardions des films ensemble, l'arrière-cour où papa m'avait appris à faire du vélo. J'ai dit, bien sûr, je vais vous aider. J'ai donc quitté mon appartement et je suis retournée dans la chambre de mon enfance. Au début, cela m'a fait bizarre de dormir dans la pièce où je faisais mes devoirs et où je passais la nuit avec mes amis. Mais j'ai installé mon ordinateur dans un coin, j'ai obtenu une bonne connexion internet et j'ai fait en sorte que cela fonctionne. De toute façon, la majeure partie de mon travail se faisait à distance, donc l'endroit où je vivais n'avait pas d'importance. L'arrangement a mieux fonctionné que je ne l'espérais. Je gagnais bien ma vie en tant que développeur, avec un salaire d'environ $85 000 par an. Mais le véritable argent provenait des primes. Chaque fois qu'un de mes programmes était vendu à une grande entreprise technologique, je touchais un pourcentage. Certains mois, je gagnais 10 000 ou 15 000 $ de plus grâce à ces primes. J'utilisais mon salaire normal pour couvrir le prêt hypothécaire, les charges, l'épicerie, l'assurance automobile et d'autres dépenses familiales. Ce n'était pas un fardeau, car j'avais l'habitude de vivre avec ce montant de toute façon. Mais voici ce que ma famille ne savait pas. Je plaçais chaque prime sur un compte d'épargne séparé. Je ne leur ai jamais parlé des primes. Ni à mes parents, ni à mon frère aîné Marcus, qui vivait à l'autre bout de la ville avec sa femme Sandra et leurs 2 enfants. J'aimais ma famille, mais je savais ce qui se passerait s'ils découvraient mon vrai revenu. Ils trouveraient des moyens de le dépenser. Marcus demandait toujours de l'argent. Zoya, peux-tu me prêter $500 ? Tommy a besoin de nouveaux crampons de foot et Sandra veut refaire la cuisine. Ou encore, Zoya, Sandra doit se faire opérer et nous sommes à court d'argent pour les frais médicaux. J'ai aidé quand je le pouvais avec mon salaire normal, mais j'ai gardé le silence sur les primes. En 2 ans, j'avais économisé près de $180 000. Je prévoyais d'acheter bientôt mon propre logement. Peut-être un bel appartement en centre-ville. Tout se passait bien, sauf les repas de famille. Marcus et Sandra venaient tous les dimanches et ces repas étaient une véritable torture. Sandra ne m'avait jamais aimé et elle s'assurait que je le sache. Zoya, c'est quoi cette chemise ? Sandra me regardait comme si j'étais sortie d'une benne à ordures. Tu t'habilles comme si tu étais encore au lycée. Tu ne te soucies pas de ton apparence ? Marcus rit, Sandra essaie juste de t'aider, Frangine. Elle s'y connaît en matière de mode. Le pire, c'était de voir Sandra exhiber les vêtements qu'elle avait achetés avec l'argent que Marcus m'avait emprunté. Elle paradait dans une nouvelle robe de créateur, expliquant à quel point il était important d'investir dans des vêtements de qualité. En général, je m'échappais dans ma chambre dès que je le pouvais, prétextant que j'avais du travail à faire. J'entendais alors la voix de Sandra monter les escaliers. La revoilà qui court se cacher dans sa petite bulle. Elle ne grandira jamais si elle continue à éviter la vraie vie. Mais je n'ai rien dit et j'ai continué à économiser de l'argent. Bientôt, j'aurai assez d'argent pour payer mon propre appartement et je n'aurai plus à subir les commentaires de Sandra. Au bout d'un moment, la routine est devenue normale. Je me réveillais, je faisais du café,
Je vérifiais mes courriels et je commençais à coder. Mes parents étaient tranquilles le matin, papa étant généralement assis dans son fauteuil pour regarder les nouvelles, et maman se préparant pour son travail au magasin. Nous dînions ensemble la plupart du temps, et c'était agréable de retrouver ce temps en famille. Mais le dimanche arrivait, et Marcus s'arrêtait dans son allée avec Sandra et les enfants. Tommy, 8 ans, et Emma, 6 ans, passaient la porte et Sandra suivait, cherchant déjà quelque chose à critiquer. « Oh Zoya, tu portes encore ce vieux pull, dit-elle. Sans même se donner la peine de saluer. Tu n'as rien qui te corresponde ? Je baisse les yeux sur mon pull en laine, celui que j'ai acheté le mois dernier. Il est confortable, disais-je. Le confort n'est pas tout, répondait Sandra en lissant son chemisier coûteux. Une femme doit faire des efforts. Les enfants couraient dans la maison et Sandra s'installait sur le canapé comme si l'endroit lui appartenait. Elle commençait à raconter à mes parents ses dernières courses, ses cours de yoga, les drames de ses amis. Pendant ce temps, Marcus était dans la cuisine avec papa, parlant de sport ou se plaignant de son travail. Marcus travaille si dur, annonçait Sandra. Il mérite une promotion, mais son patron ne l'apprécie pas. Je me mordais la langue, me rappelant toutes les fois où Marcus m'avait appelé pour me demander de l'argent parce qu'il n'avait pas eu droit à une augmentation ou à une prime. C'était un bon gars, mais ce n'était pas l'employé le plus fiable. Sandra, elle, donnait l'impression qu'il était le travailleur le plus acharné d'Amérique. Le pire, c'était quand Sandra commençait à me donner des conseils de vie. Tu sais, Zoya, tu devrais sortir avec quelqu'un, t'amuser, peut-être penser à fonder ta propre famille. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que j'étais parfaitement heureuse dans ma vie. J'avais un bon travail, j'aidais mes parents et je me construisais un avenir. Je n'avais pas besoin de son approbation ou de ses conseils. J'avais besoin de m'éloigner du drame familial et j'ai donc rendu visite à mon amie Jessica dans sa maison de campagne pour le week-end. Lorsque je suis revenue dimanche soir, j'ai vu trop de voitures dans l'allée et des lumières allumées dans toutes les pièces. Je me suis approchée de la porte d'entrée et j'ai vu des jouets éparpillés sur le porche. J'ai ouvert la porte et j'ai découvert le chaos. Tommy et Emma couraient dans le salon. Marcus portait des cartons à l'étage et Sandra dirigeait tout comme si l'endroit lui appartenait. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé, debout dans l'embrasure de la porte avec mon sac de voyage. Tout le monde s'est arrêté et m'a regardé. Mes parents sont sortis de la cuisine, l'air coupable. Marcus s'est assis sur sa boîte. Et, sœurette, il y a eu un changement de programme. J'ai perdu mon travail et nous ne pouvons plus payer le loyer. J'ai regardé tous les cartons et les meubles. Alors tu restes ici ? Temporairement, dit Marcus, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau. Sandra s'est approchée avec son faux sourire. Nous apprécions vraiment que vous nous permettiez de rester ici. Bien sûr, nous devrons faire des ajustements pour les chambres. Votre chambre serait parfaite pour les enfants. Vous pouvez vous installer dans la petite chambre au bout du couloir. Je ne quitterai pas ma chambre, ai-je dit fermement. Je travaille à la maison. J'ai besoin de mon ordinateur et d'une bonne connexion internet. Le sourire de Sandra se crispe. Je pense que les besoins des enfants doivent passer en premier. Et c'est moi qui paie l'hypothèque et les factures, ai-je rétorqué. Sandra croise les bras. Cela ne te donne pas le droit d'être égoïste à propos d'une chambre à coucher. Nous sommes une famille. Une famille qui ne m'a jamais demandé si je voulais des invités, ai-je répondu. Très bien, a dit Sandra quand j'ai refusé de bouger. Garde ta précieuse chambre. Mais ne t'attends pas à ce que nous te soyons reconnaissants alors que tu n'es même pas capable d'avoir de la considération pour une famille dans le besoin. Je suis montée à l'étage et j'ai fermé la porte. C'est ainsi que leur invasion de notre maison a commencé. La vie est devenue un cauchemar à partir de ce moment-là. La maison était constamment bruyante et chaotique. Tommy et Emma couraient dans toutes les pièces. Criant et se battant. Marcus passait ses journées sur le canapé à regarder la télévision et à passer des coups de téléphone timides pour des entretiens d'embauche qui ne se concrétisaient jamais. Je suis toujours à la recherche d'un emploi, me disait-il lorsque je lui posais des questions à ce sujet. Le marché est difficile en ce moment. Les jours se sont transformés en semaines, et il n'était pas plus près de trouver un travail ou un appartement. Pendant ce temps, Sandra se comportait comme si elle nous faisait une faveur en étant là. Le pire, c'était d'essayer de travailler. Les enfants frappaient à ma porte, passaient devant ma chambre en criant et interrompaient mes appels vidéo avec les clients.
Je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire en sorte que les enfants soient moins bruyants pendant mes heures de travail? J'ai demandé à Marcus un matin. Après que Tommy eut passé 20 minutes à taper dans un ballon contre le mur à côté de ma chambre. Ils sont juste des enfants, a-t-il répondu, sans lever les yeux de son téléphone. Tu ne comprends pas parce que tu n'en as pas. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils ont dit la même chose. Tu exagères, chérie, a dit maman. Les enfants ont besoin de jouer. Tu ne peux pas leur demander de rester silencieux toute la journée. Je ne demande pas le silence, ai-je dit. Je demande des égards élémentaires pour pouvoir faire mon travail. Mais personne n'a écouté. Au contraire, Sandra semblait encourager les enfants à être plus bruyants après nos conversations. Le point de rupture est survenu 2 mois plus tard. J'étais sortie faire des courses pendant quelques heures, à mon retour, mon internet ne fonctionnait pas. Je suis allée vérifier le routeur dans ma chambre et j'ai découvert que quelqu'un avait coupé le câble Ethernet avec des ciseaux. Le câble était proprement coupé en 2 morceaux. Furieuse, je suis descendue en trombe, le câble coupé à la main. Qui a fait ça? Demandai-je en brandissant le câble. Sandra était assise sur le canapé et se peignait les ongles. Elle a regardé le câble et s'est mise à rire. Oh, ça, a-t-elle dit, comme si ce n'était pas grave. Tommy jouait avec des ciseaux et a dû entrer dans ta chambre. Les enfants sont des enfants, point. Ce n'est pas drôle, ai-je dit. J'ai une échéance demain et maintenant je ne peux pas travailler. Sandra a haussé les épaules. Tu devrais peut-être fermer ta porte à clé si tu es si inquiète pour ton précieux matériel informatique. Peut-être que tu devrais surveiller ton enfant et lui apprendre à ne pas détruire les biens d'autrui, ai-je rétorqué. C'est à ce moment-là que la fausse douceur de Sandra a complètement disparu. Ne me dis pas comment élever mes enfants. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être parent. Je sais ce que c'est que d'avoir du respect pour les choses des autres, ai-je dit. Tommy a 6 ans, dit Sandra en se levant. Il ne comprend pas ton travail. Mais tu es une femme adulte qui devrait comprendre qu'un accident peut arriver, Couper des fils avec des ciseaux n'est pas un accident, ai-je dit. C'est de la destruction. Marcus est entré dans la pièce à ce moment-là, ainsi que mes parents. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, je m'attendais à ce qu'ils me soutiennent. Au lieu de cela, Marcus s'est contenté de soupirer. Écoute, ma sœur, je suis désolée pour ton internet. Mais Sandra a raison. Tu n'as pas d'enfants, donc tu ne comprends pas à quel point c'est dur de les surveiller à chaque seconde. Je ne te demande pas de les surveiller à chaque seconde, ai-je dit. Je te demande de leur apprendre à ne pas venir dans ma chambre et à ne pas casser mes affaires. Les garçons de son âge sont naturellement curieux, dit maman. Tu avais l'habitude de tout casser quand tu étais petit. Je n'ai jamais rien détruit avec des ciseaux, ai-je répondu. Papa a acquiescé, comme tous les autres. Tu es trop sévère, Zoya, ce n'est qu'un fil. Tu peux en acheter un autre. Je n'arrivais pas à y croire, ma propre famille prenait le parti de Sandra plutôt que le mien, et c'était moi qui payais pour leur toit. Après cette dispute, tout a changé. Mes parents ne me parlaient presque plus. Marcus m'évitait complètement. Sandra souriait chaque fois qu'elle me voyait, comme si elle avait remporté une sorte de victoire. Et la maison était froide et hostile. Je passais le plus clair de mon temps enfermé dans ma chambre, essayant de faire abstraction du bruit et du chaos qui régnait en permanence. C'était censé être temporaire. Mais j'avais l'impression que ça ne finirait jamais. Puis j'ai reçu la prime que j'attendais. L'un de mes programmes avait été vendu à une grande entreprise de technologie, et le paiement était énorme, près de $60 000. Cela a porté le total de mes économies à près de $240 000. C'était plus qu'assez pour ce que j'avais prévu. Cela faisait des mois que je travaillais secrètement avec un agent immobilier. Dave Patterson était un ami de l'université qui s'était lancé dans l'immobilier, et je lui avais demandé de garder l'œil ouvert pour trouver le bon endroit. Je voulais quelque chose de moderne, de calme et qui m'appartienne complètement. Je crois que j'ai trouvé. Dave m'a appelé 3 semaines après avoir reçu la prime. Un appartement de 2 chambres au centre-ville, dans un super immeuble, parfait pour quelqu'un qui travaille à la maison. Tu veux le voir? L'appartement était tout ce dont je rêvais. Des fenêtres du sol au plafond, du parquet et un bureau séparé où je pouvais travailler sans interruption.
L'immeuble disposait d'une salle de sport et, surtout, il n'y avait pas d'enfants qui criaient. Je l'accepte, ai-je dit à Dave avant même que nous ayons terminé la visite. Les formalités administratives ont été rapides. J'ai versé un acompte de $100 000 et le prêt hypothécaire a été approuvé sans difficulté. Mes revenus et ma solvabilité étaient excellents. Et j'achetais en fonction de mes moyens. 2 semaines plus tard, je signais les documents finaux. J'étais officiellement propriétaire, j'avais mon propre logement, mon échappatoire au chaos de la maison de mes parents. J'avais les clés en main, mais j'ai décidé de ne pas encore en parler à ma famille. Je voulais avoir un plan avant de passer à l'action. C'est alors que mon patron m'a appelé. Zoya, j'ai une opportunité pour toi, m'a dit Jennifer. Il y a une conférence de programmeurs à Seattle. 2 semaines. Tous frais payés. Certains des plus grands noms de la technologie seront présents, et je pense que tu en tireras beaucoup d'avantages. J'ai regardé autour de ma chambre, écoutant Emma pleurer dans le couloir et Tommy frapper sur quelque chose en bas. 2 semaines loin de cette maison, c'était le paradis. Je suis d'accord, ai-je dit. Lorsque j'ai annoncé à ma famille que je partais en voyage d'affaires, ils ont à peine réagi. Personne n'a demandé où j'allais, quel était le sujet de la conférence ou quand exactement je reviendrais. Ils n'avaient pas l'air de s'en préoccuper. Et la conférence a été extraordinaire. J'ai rencontré d'autres développeurs et je me suis senti à nouveau moi-même pour la première fois depuis des mois. J'ai séjourné dans une chambre d'hôtel tranquille où personne ne m'a dérangé. Je n'ai pas appelé chez moi une seule fois pendant ces 2 semaines. Était plus important encore, personne ne m'a appelé non plus. Lorsque mon vol a atterri. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. Le taxi s'est arrêté dans l'allée et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Je suis sortie avec ma valise et j'ai vu des sacs poubelles éparpillés sur la pelouse. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de sacs poubelles, mais de mes affaires. Mes vêtements, mes livres, mes affaires personnelles, tout cela était mis dans des sacs poubelles noirs et jeté sur la pelouse comme de vraies ordures. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai frappé. J'ai entendu des voix à l'intérieur, puis des PAS. Et la porte s'est ouverte et toute ma famille était là, maman, papa, Marcus et Sandra. Ils me regardaient tous comme si j'étais un visiteur indésirable. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé en montrant les sacs sur la pelouse. Maman a eu l'air mal à l'aise, mais Sandra s'est avancée avec ce sourire suffisant que j'avais appris à détester. Nous avons fait quelques changements pendant ton absence, a annoncé Sandra. Les enfants avaient besoin de plus d'espace, alors nous avons transformé ta chambre en une véritable salle de jeu pour eux. Je les regardais fixement. Je les regardais fixement. Les enfants grandissent et ils ont besoin d'un endroit où jouer en toute sécurité, a dit maman, sans croiser mon regard. Nous avons aménagé le sous-sol pour vous. C'est très bien maintenant. Je me souviens de la cave. Sombre, humide, avec de minuscules fenêtres près du plafond et des murs en béton. Il sentait la moisissure et la réception des téléphones portables était mauvaise. Il a été entièrement nettoyé, dit papa. Nous avons installé un lit et tout le reste. Sandra était pratiquement rayonnante de satisfaction. Si tu n'aimes pas cet arrangement, tu es toujours libre de trouver ton propre logement. Vous avez 29 ans, après tout. La plupart des gens de ton âge ne vivent pas chez leurs parents. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils disent quelque chose. Qu'ils prennent ma défense, qu'ils reconnaissent ce que j'ai fait pour eux. Mais ils sont restés là, évitant de me regarder dans les yeux. J'ai alors fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. Je leur ai souri, un vrai sourire. Vous savez quoi, ai-je dit joyeusement, vous avez tout à fait raison, Sandra. Je devrais trouver mon propre appartement. Mais je suis curieux de savoir comment tu comptes faire pour payer l'hypothèque sans mon argent. Marc s'est redressé, l'air fier. En fait, j'ai trouvé un emploi la semaine dernière. Un bon salaire en plus. On s'en sortira sans ton aide. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir, c'était parfait. C'est une excellente nouvelle, ai-je dit en continuant de sourire. Je suis très heureuse pour vous tous. Alors, je crois que tout va bien pour tout le monde. Je m'en vais. Ils ont tous été surpris par ma réaction. Ils s'attendaient à ce que je les supplie, que je me dispute ou que je m'énerve. Au lieu de cela, j'agissais comme s'ils venaient de me faire une faveur. Le sourire de Sandra est devenu plus blanc et plus méchant. C'est bien.
Il est temps que tu apprennes à te débrouiller tout seul. Mes parents ne disaient toujours pas grand-chose, mais ils n'arrêtaient pas non plus. Génial, ai-je dit. Je suis contente que nous soyons tous d'accord. Ils sont tous rentrés et j'ai entendu la porte se refermer derrière eux. Pas d'adieu, pas de bonne chance, pas de reconnaissance de tout ce que j'avais fait pour eux au cours des 2 dernières années. Juste un claquement de porte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé l'entreprise de déménagement que j'avais déjà recherchée il y a plusieurs semaines. Bonjour, j'ai besoin d'un camion et de 2 hommes pour prendre quelques affaires et les déménager à l'autre bout de la ville, leur ai-je dit. Dans combien de temps pouvez-vous être là? Nous pouvons envoyer une équipe dans 2 heures, m'ont-ils répondu. C'est parfait. Pendant que j'attendais, je me suis assise dans ma voiture et j'ai appelé Dave pour l'informer que j'emménagerais dans mon appartement aujourd'hui. Puis j'ai appelé les sociétés de services publics pour mettre en place le service à mon nom. Tout s'est mis en place facilement. Lorsque les déménageurs sont arrivés, il leur a fallu moins d'1 heure pour tout charger dans leur camion. Toute ma vie chez mes parents tenait dans un petit camion de déménagement. Le chauffeur m'a demandé où j'allais. Je lui ai donné ma nouvelle adresse et je les ai suivis dans ma voiture jusqu'à mon bel appartement tranquille. En les regardant porter mes affaires au 3e étage, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'étais enfin libre. Emménager dans mon propre appartement, c'était comme entrer dans un autre monde. Pour la première fois en 2 ans, je me suis réveillée dans le silence. Pas d'enfants qui crient. Pas de voix de ponceuse qui traverse les murs, pas de chaos permanent. Juste la paix. Je me suis rapidement installée dans ma nouvelle vie. Mon bureau à domicile était parfait, lumineux, calme et entièrement à moi. Ma productivité a grimpé en flèche sans interruption. Je dormais mieux et j'aimais à nouveau mon travail. Et la première chose que j'ai faite a été de bloquer tous les numéros de téléphone de ma famille. J'ai également annulé tous les paiements que je faisais pour eux, l'hypothèque, les services publics, tout. Les mois ont passé paisiblement. Je me suis lancée dans le travail et j'ai commencé à accepter des projets plus importants et plus stimulants. Sans le stress de devoir subvenir aux besoins d'une famille ingrate, j'avais de l'énergie pour des choses que j'avais oublié d'apprécier. Je me suis inscrite à la salle de sport de mon immeuble. J'ai commencé à cuisiner des repas élaborés rien que pour moi et j'ai même eu quelques rendez-vous galants. Mon compte en banque a gonflé plus vite que jamais. Sans payer pour 4 personnes supplémentaires, j'économisais près de $3000 par mois. J'ai commencé à investir, à planifier des voyages et à envisager d'acheter un appartement plus grand dans quelques années. Et la vie était belle, vraiment belle. Puis, un soir, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai eu mal au ventre. Ils étaient là, maman, papa, Marcus et Sandra, tous debout dans mon entrée, l'air mal à l'aise. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Comment avaient-ils pu trouver mon adresse? J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Comment m'avez-vous trouvé? Demandai-je. Ton amie Jessica nous l'a dit maman, l'air embarrassé. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai noté mentalement d'avoir une conversation avec Jessica à propos des limites. Qu'est-ce que tu veux? Demandai-je. Sandra est immédiatement passée devant moi pour entrer dans mon appartement sans y être invitée. Les autres ont suivi, et mon sanctuaire paisible a soudain été envahi à nouveau. Bel endroit, dit Sandra en regardant autour d'elle avec une jalousie évidente. Il a dû coûter une fortune. Qu'est-ce que vous voulez? Répétai-je, sans bouger de l'embrasure de la porte. Marcus avait l'air mal à l'aise. Eh bien, le fait est que j'ai encore perdu mon travail, il y a 2 mois. Ça ne m'a pas surpris, et nous avons des problèmes avec les paiements de l'hypothèque, a dit papa. J'ai failli rire, laisse-moi deviner. Tu veux que je recommence à payer pour toi? Nous sommes une famille, dit désespérément maman. Nous devons nous entraider. S'aider les uns les autres, ai-je dit. Quand exactement l'un d'entre vous m'a-t-il aidé? Écoute, a dit papa. Nous savons que les choses se sont envenimées tout à l'heure, mais nous pouvons arranger les choses. Vous pourriez revenir vivre ici, nous aider à nous remettre sur pied. Retourner au sous-sol, tu veux dire? Personne n'a répondu à cette question. Nous avons réfléchi, a poursuivi maman, et s'ils saisissent la maison, nous devrons emménager avec vous. Je les regardai fixement. Excusez-moi, eh bien, où irions-nous sinon? A dit Sandra avec cette suffisance qui lui est familière. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. C'est alors que j'ai commencé à rire.
Un vrai rire, le genre de rire profond qui vient de l'incrédulité pure et simple. Tu crois que je vais te laisser emménager ici, ai-je dit quand j'ai pu reprendre la parole. Après avoir jeté mes affaires sur la pelouse et m'avoir dit de vivre dans une cave, c'était différent, dit Marcus faiblement. Tu as raison, c'était différent. Ai-je dit. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que vous pensiez tous de moi. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Zoya, s'il te plaît, nous sommes désespérés. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne méritais pas le respect élémentaire. Nous n'avons jamais dit cela. Proteste papa. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu l'as montré tous les jours. Les insultes constantes de Sandra, les enfants qui détruisent mes affaires, aucun d'entre vous ne m'a défendu alors que je payais littéralement pour vos vies. Nous étions reconnaissants, a dit maman. Non, vous ne l'étiez pas, vous étiez dans votre bon droit, il y a une différence. Et la fausse gentillesse de Sandra avait complètement disparu maintenant. Tu sais quoi? Tu es exactement ce que j'ai toujours dit que tu étais, une femme amère et égoïste qui ne comprend pas ce que signifie la famille. Tu as raison, ai-je dit. Je ne comprends pas ta version de la famille. Où une personne fait tout et est traitée comme une ordure en retour. J'ai marché jusqu'à ma porte et je l'ai ouverte. Je veux que vous partiez tous, maintenant. Zoya, attends, dit Marcus, on ne peut pas en parler? On vient de le faire, la réponse est non, pour tout ça. Je ne paierai pas ton hypothèque. Je ne vous laisserai pas emménager ici. Je ne vous aiderai plus jamais pour quoi que ce soit. Mais nous sommes une famille, s'est écriée maman. La famille ne se traite pas comme vous m'avez traité, ai-je dit, maintenant sortez. Elles sont parties, mais pas en silence. Sandra m'a injurié en marchant dans le couloir. Marcus a marmonné que je le regretterais. Mes parents ont pris un air vaincu. J'ai fermé la porte et tourné le verrou. Les semaines suivantes, ils ont essayé d'appeler de différents numéros, mais je n'ai jamais répondu. Ils ont envoyé des textos à partir de téléphones empruntés, des courriels à partir de nouveaux comptes. Tous suppliants pour de l'argent ou menaçant de se montrer à nouveau. Je les ai tous bloqués. 3 mois plus tard, j'ai appris par une connaissance commune que la maison avait été saisie. Mes parents avaient déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Marcus et Sandra vivaient avec ses parents, ce que je trouvais hilarant puisque Sandra avait toujours dit à quel point elle détestait sa mère. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle. Pas de culpabilité, pas de tristesse, pas de regret. J'étais juste soulagée d'être sortie quand je l'ai fait. Ma vie s'est améliorée. J'ai obtenu une promotion au travail. J'ai commencé à sortir sérieusement avec quelqu'un. J'ai voyagé dans 3 pays différents. Je me suis acheté la voiture dont j'avais toujours rêvé. Et surtout, j'ai appris ce que c'était que d'être apprécié et respecté. Mon petit ami appréciait tout ce que je faisais pour lui et me le montrait. Mes amis étaient reconnaissants lorsque je les aidais et ne considéraient jamais cela comme acquis. J'ai enfin compris à quoi ressemblaient des relations saines. Parfois, je me demande si ma famille a déjà réfléchi à la façon dont les choses auraient pu se passer s'ils m'avaient simplement traité avec un respect élémentaire. Si Sandra s'était tue. Si mes parents m'avaient défendu. Et si Marcus avait cherché du travail au lieu de jouer sur le canapé. Mais je me souviens que je suis mieux sans eux. Certaines personnes prennent tout ce que vous leur donnez et en demandent toujours plus. Certaines personnes considèrent la gentillesse comme une faiblesse et la générosité comme une obligation.